Bien, bonjour à tous. On va commencer la session sur l'infectiologie. Alors, vous savez que l'infectiologie adaptée à la gynécologie est un vaste domaine, mais qui évolue en permanence. Donc, on a voulu vous présenter 3 sujets différents avec les actualités sur ces sujets. Alors, tout d'abord, nous aurons le plaisir d'accueillir le professeur Sophie Cateau-Genard de Lille, qui va nous parler de l'actualité dans la contraception et les risques infectieux. Nous aurons ensuite le docteur Philippe Landowski qui va nous parler de l'endométrite, du diagnostic au traitement. Et ensuite, nous avons le docteur Fanny Vuittot de Lille qui va nous parler de la PrEP et des actualités dans la PrEP qui est particulièrement intéressant. Sophie, donc le professeur Sophie Cateau-Genard, qui est donc médecin de la reproduction, qui est chef de service de gynécologie médicale à Lille. Sophie, je te remercie de nous parler donc du risque infectieux et de la contraception. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monel. Merci, bonjour à tous. Merci en tout cas de m'avoir invité à parler sur ce sujet qui sort un petit peu de ma zone de confort parce que c'est pas de l'endocrinologie gynécologique, c'est pas de la médecine de la reproduction, enfin quoique. Donc, contraception, normalement, non. Contraception et risque infectieux. Alors, j'ai pas mal cherché. Je pensais au début pouvoir vous parler des infections suite à une pose d'implant, par exemple. Mais en fait, non, il n'y a rien trouvé. J'en ai parlé au labo qui m'a dit, non. Personne ne m'a dit qu'il y avait eu des infections suite à une pose d'implant au niveau du bras. Bon. Donc, c'est vrai que ça va tourner essentiellement autour du dispositif intra-utérin. Et pour terminer, on parlera quand même un petit peu de contraception hormonale et risque de cancer du col. Donc, dispositif intra-utérin et infection génitale haute, c'est ça bien sûr qui pose problème, qui est dangereux et qui peut avoir des conséquences. Alors, je me suis beaucoup inspirée des recommandations pour la pratique clinique qui avaient été émises de façon un travail conjoint entre le CNGOF et la Société de pathologie infectieuse de langue française avec le professeur Karine Faure de Lille. Donc, des recommandations avaient été émises en 2012 et elles ont été revues en 2018. Et donc, si vous voulez avoir la synthèse, vous avez les recos publiés en 2019 dans le journal Gynécologie, Obstétrique, Fertilité et Cénologie. Avec, donc, vous allez voir certaines recommandations qui ont été revues et par rapport à déjà 2012. Donc, effectivement, les choses évoluent. Et peut-être que tout le monde, d'ailleurs, n'est pas au courant de ces dernières recommandations qui sont pas forcément très connues, mais peut-être que vous mettez bien à jour, donc voilà. Alors, qu'est-ce que c'est déjà qu'une infection génitale haute et quand est-ce qu'on en fait le diagnostic? Comment faire le diagnostic? Parce que c'est pas évident. On peut dire qu'on a souvent une douleur pelvienne spontanée qui évolue pendant plus de 4 jours. Et si elle est associée à un syndrome rectal, ça va évoquer une infection compliquée d'un abcès du Douglas. Alors, à l'interrogatoire, on vous propose et on vous recommande de rechercher les facteurs de risque d'IGH, donc bien sûr les IST, les manœuvres endo-utérines, post-abortum, postpartum, et puis d'interroger sur la modalité d'apparition de la douleur. Est-ce qu'il y a des leucorrhées associées? Est-ce qu'il y a des saignements? Est-ce qu'il y a des frissons, des signes urinaires, dyspareunie, douleur hypochondre droite ou syndrome rectal? Donc tout ça, c'est fortement évocateur d'une infection génitale haute. Et bien sûr, les facteurs de risque d'IST que vous connaissez, les femmes sexuellement actives, moins de 25 ans, c'est un facteur de risque, avec antécédent d'IST, ayant au moins 2 partenaires dans l'année, avec un changement de partenaire récent et un partenaire diagnostiqué avec une IST. Donc tout ça, ça doit être des questions à poser devant des douleurs qui peuvent faire évoquer une infection génitale haute. Donc quand on a une forte suspicion, eh bien on va faire des prélèvements. Et vous voyez que pour les IGH non compliqués, on va proposer des prélèvements avec pose de spéculum. Donc, ce n'est pas juste faire une ordonnance, envoyer la patiente au labo. Non, on doit poser le spéculum et faire un prélèvement pour examen direct, un prélèvement pour culture standard et un écouvillon pour technique d'amplification des acides nucléiques. Et puis, donc, dans les recos, les traitements aussi étaient mis à jour. Donc, en première intention, la patiente étant chez elle, ça va être ceftriaxone, doxycycline, métronidazole, voilà, avec possibilité de changer s'il y a des allergies, etc. Mais en tout cas, ça va être un schéma qui va couvrir le gonocoque, chlamydia, anaérobie et bacille gram neg et streptocoque sur 28 à 48 heures, le temps d'avoir les résultats des prélèvements.
Alors, quels sont les risques d'infection génitale haute lorsque l'on pose un dispositif intra-utérin? Alors, ce risque, vous voyez, il est faible. Il est faible, il est inférieur à 1%. Et le portage vaginal asymptomatique de Neisseria gonorrhoeae ou chlamydia au moment de la pose ne semble pas augmenter le risque d'infection génitale haute. Et il n'y a pas lieu de proposer une antibioprophylaxie lors de la pose d'un DU. Donc même chez les femmes à risque, pas d'antibioprophylaxie à proposer selon les recommandations. Alors ce risque inférieur à 1%, on le retrouve aussi dans une étude de 2016 qui a regardé chez les femmes jeunes s'il y avait plus d'infections chez celles à qui on posait un dispositif intra-utérin. Alors c'était au lévonorgestrel, mais bon, le risque est comparable au dispositif intra-utérin au cuivre, et comparé donc aux femmes à qui on allait poser un implant. Quelle que soit la population, l'âge de la population de ces femmes, et bien finalement le risque il est extrêmement faible et il n'est pas différent entre le groupe de femmes à qui on a posé l'implant et le groupe de femmes à qui on a posé le dispositif intra-utérin. Donc, vous voyez, dans le groupe 15 à 19%, on va avoir pas de différence, pas non plus dans le groupe de 20 à 24 ans, pardon. Et quand on regarde les groupes de femmes un peu plus âgées, le risque d'infection génitale haute, il est très faible, 0,1%, donc on est loin du 1% dont on a parlé juste avant. Donc vraiment des choses quand même assez rassurantes. Alors, est-ce qu'on pose un DU comme ça sans rien faire, sans rien dépister avant? Non. Chez les femmes à risque d'IST, avant ou au moment de la pose, on réalise bien sûr un dépistage des agents d'IST selon les recommandations des femmes à risque d'IST, donc on a vu précédemment. Et par contre, il n'y a pas lieu de retarder la pose d'un DU dans l'attente des résultats de ce dépistage. Et ça a été retrouvé aussi dans une autre étude américaine, à qui, en fait, dès que les jeunes femmes venaient consulter, enfin jeunes ou c'était un centre de planification, jeunes ou moins jeunes venaient consulter pour une pose de DIU, soit parce qu'elles avaient besoin d'une contraception d'urgence, soit parce que même elles venaient pour un test de grossesse, on leur proposait de poser le stérilet tout de suite ou quelques jours ou quelques semaines après, et on a vu qu'il n'y avait absolument pas plus de risque d'infection si on le posait le jour même où elles venaient par rapport à quelques jours après, et bien sûr en faisant les prélèvements nécessaires et en rappelant les dames et en les traitant s'il y avait une infection en cours au moment de la pose. Et donc, dans cette étude, ils proposent même de ne pas tenir compte des femmes qui ont plus ou moins des facteurs de risque d'IST pour contre-indiquer éventuellement la pose d'un DIU. Non, pour eux, toute femme peut, si elle en a besoin, et si on pense que c'est la meilleure contraception, peut avoir la pose d'un DIU, même en risque d'IST, en cas de risque d'IST. Alors, si on a des signes d'infection génitale haute sous stérilet, qu'est-ce qu'on fait du dispositif intra-utérin? Alors en 2012, il était recommandé de l'enlever et de faire un examen bactériologique sur le stérilet qu'on venait d'enlever. En 2018, vous voyez que ça a changé, puisque ça ne va pas être imposé de façon systématique de retirer le dispositif intra-utérin sur les infections génitales hautes non compliquées. D'accord, les compliquées, c'est quand même différent. Et donc, dans les compliquées, c'est seulement en cas de mauvaise évolution dans les 3 à 5 jours qui suivent le début de l'antibiothérapie. Donc, vous voyez, ce n'est pas non plus aussi complètement, du tout systématique, c'est seulement en cas de mauvaise évolution. Et si on regarde les recommandations de la WHO de 2015, eh bien, on est sur la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont regardé l'évolution des infections génitales hautes chez les femmes qui avaient un stérilet, à qui on avait enlevé ou non le stérilet, et finalement, l'évolution est exactement la même, quel que soit le groupe des femmes. Donc, pas d'intérêt à enlever un stérilet en place sur une infection génitale haute non compliquée, et si c'est compliqué, à voir selon l'évolution de la pathologie. Est-ce qu'on peut reposer un dispositif intra-utérin? Alors après un épisode d'infection génitale haute traitée, oui, la pose d'un DU n'est pas contre-indiquée une fois que la femme est traitée et qu'elle est asymptomatique. Bien sûr, on refera les examens microbiologiques, en particulier par technique d'amplification des acides nucléiques, à chaque fois qu'on a à nouveau une situation de risque d'infection vaginale. Alors, maintenant, quelques mots sur
les dispositifs intra-utérins et l'actinomycète, qui a fait couler beaucoup d'encre. Donc on parle beaucoup d'actinomycète, parce que c'est vrai que quand on fait un frottis chez les femmes qui ont un dispositif intra-utérin, on a 7% de risque d'avoir un résultat qui dit présence de filaments évoquant un actinomycète, présence d'actinomycète. Alors, dans les littératures, il n'y a quand même pas grand-chose. Donc on reste sur l'article de Caroline Westhoff de 2007 qui propose un certain nombre là aussi de recommandations par rapport à DIU et actinomycète. Et donc, alors déjà, qu'est-ce que c'est actinomycète? C'est un germe, une bacille gram plus, anaérobie et commensal de la flore vaginale. Alors il est aussi commensal de la flore buccale. Le problème donc, de ce bacille gram plus, c'est qu'il va potentiellement donner des infections, en particulier sous forme souvent d'abcès, quand il y a une infraction tissulaire. Voilà. Mais c'est un germe commensal qui est présent partout, partout, dans plusieurs tissus, et en particulier au niveau vaginal. Et donc voilà, ça va pas forcément, c'est pas du tout délétère d'avoir de l'actinomycète présent au niveau vaginal. Donc, je vous ai dit 7% des frottis des femmes avec dispositif intra-utérin reviennent avec la mention actinomycète. Alors, il semblerait qu'il y ait beaucoup de faux positifs parce que même s'il y a, par exemple, il peut y avoir des confusions avec des candidats ou d'autres germes ou d'autres présents donc, au niveau vaginal. Et donc, finalement, ces 7%, c'est probablement largement surestimé. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on découvre ce germe au frottis? Eh bien, surtout, on ne fait rien. On ne fait rien, on s'abstient. On informe éventuellement la patiente parce qu'elle va vous demander, si vous lui donnez son résultat, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que j'ai. Mais voilà, on lui explique que c'est présent dans la flore vaginale et qu'il n'y a pas d'infection. Ça ne va pas donner d'infection, bon, sauf si bien sûr elle a des symptômes d'infection génitale haute, où là, éventuellement, dans ce cas, si on s'oriente vers... Alors, c'est pas évident de faire un diagnostic d'infection actinomycète, c'est souvent à la napate, une fois qu'on a fait une intervention chirurgicale, qu'on a retiré l'abcès, qu'on peut dire rétrospectivement, ah oui, c'était de l'actinomycète, mais sinon, finalement, au niveau signe clinique d'infection génitale, c'est difficile de différencier l'actinomycète des autres germes. Si la patiente est symptomatique, il est plutôt recommandé de retirer, de traiter par antibiothérapie, amoxicilline en principe, de façon assez prolongée. Et il n'y a pas de contre-indication à poser ultérieurement un nouveau dispositif intra-utérin. Alors, il avait été dit que ces infections à actinomycète pouvaient être plus fréquentes lorsqu'on laissait le dispositif intra-utérin longtemps en place. Et donc, à un moment, il y avait même certains qui proposaient de changer le dispositif tous les 2 ans ou tous les 3 ans pour éviter qu'il y ait comme ça des infections. Alors ça a été contredit par une étude qui montre qu'en fait, de toute façon, il y a une colonisation du dispositif intra-utérin par différents germes commensaux, et ça dès les premières semaines de la pose du dispositif intra-utérin. Donc c'est pas parce qu'on va finalement laisser le dispositif plus longtemps ou moins longtemps qu'on va modifier le risque d'infection au niveau génital. Pour terminer, quelques mots sur contraception orale et infection au HPV. Alors, finalement, ça va être plutôt contraception orale et cancer du col, parce qu'infection HPV, c'est pas si facile de conclure. Et donc là, c'est une méta-analyse récente de 2020 qui a étudié donc le risque d'avoir un cancer du col utérin chez les utilisatrices d'une contraception orale. Donc à la fois les œstropogestatifs et les progestatifs, ils n'ont pas différencié. Ils ont recensé 19 études bien conduites entre janvier 1990 et août 2019, et donc sur une grande population. Et donc ils ont pu regarder s'il y avait un surrisque de présenter un cancer du col si on prenait une contraception orale. Alors la réponse est plutôt oui, et en particulier pour les adénocarcinomes, qui sont finalement, vous le savez, une forme plutôt rare des cancers du col utérin. Donc
C'était sur les adénocarcinomes que ça ressortait le plus. Sur les autres sous-types de cancer, carcinome en particulier, il y avait quand même un petit risque accru, significatif, mais qui était vraiment très faible. Et ce risque, il semble augmenter avec la durée d'utilisation de la contraception orale. Donc voilà, ça devient significatif à partir d'au moins 5 ans, voire 10 ans d'utilisation de la contraception orale. Donc un sur-risque très modeste, éventuellement d'avoir un cancer du col. Alors certains disent oui, mais c'est normal, elles ont une contraception orale, donc elles vont utiliser moins le préservatif, donc forcément, et puis ça veut dire aussi qu'elles ont probablement une vie sexuelle, donc plus de risque d'avoir le virus HPV, et donc plus à risque d'avoir un cancer du col. Bon, c'est pas simple de conclure du tout, alors les auteurs disent dans les discussions que peut-être que ça pourrait être dû aux hormones qui modifieraient l'épaisseur de l'endocole, l'épaisseur endométriale. Bon, après, moi, je ne suis pas certaine parce que les patientes sous contraception orale, en général, elles ont un endomètre qui va rester plutôt d'épaisseur plutôt assez fin. Voilà, donc peut-être un petit surrisque chez les femmes qui ont une contraception hormonale depuis longtemps, mais ça ne doit pas en tout cas contre-indiquer une contraception hormonale. Donc pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire sur les risques infectieux et la contraception ou les contraceptions? Le risque de maladie inflammatoire pelvienne sous DIU, il est très faible. Il est à largement moins de 1% des utilisatrices. Et finalement, on n'est pas certain que le fait de poser un DIU augmente ce risque de façon franche. Le vrai facteur de risque, c'est l'exposition aux IST. Et ça, bien sûr, il faut absolument dépister ces femmes au moindre facteur de risque. Pas de bénéfice d'une antibioprophylaxie systématique quand on pose un DIU, pas d'intérêt à repousser la pose d'un DIU à partir du moment où on fait les prélèvements nécessaires au moment de la pose, et peut-être une petite interrogation et peut-être un petit surrisque de cancer du col chez les femmes qui prennent une contraception orale depuis au moins 5 ans. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Sophie pour cet exposé complet et difficile en fin de compte parce que dans la littérature, on n'a pas énormément de choses sur le risque infectieux des contraceptions. Moi, j'ai quand même, avant de voir s'il y a des questions dans la salle, de poser une question. Est-ce que tu penses que l'utilisation prolongée du DIU, parce qu'on a toutes des femmes qui disent « Oh mais bon sang, ça fait 8 ans que j'ai mon stérilet, j'ai complètement oublié de le changer », est-ce qu'il y a un risque d'infection plus important? Est-ce qu'il y a des études qui sont sorties là-dessus? Alors oui, et donc non, il n'y a pas de risque plus important. C'est ce qu'on pensait initialement, en particulier pour l'actinomycète, et finalement non. Parce que, comme je l'ai dit, il y a de toute façon une colonisation finalement par la flore dès le début, dès les premières semaines de pause. Et donc qu'on prolonge ou non, qu'on le laisse en place ou qu'on l'enlève plus tôt, ça ne change rien. Moi, j'aurais une autre question, une autre remarque. C'est souvent les jeunes femmes, jeunes filles, disent « Ah non, je ne peux pas avoir de stérilet parce que je n'ai pas eu d'enfant, c'est une raison qui traîne. » Bien sûr, on sait maintenant qu'on peut mettre un stérilet chez les nulligestes. Enfin, je pense un message qu'il faudrait peut-être faire passer et insister, le stérilet ne donne pas d'infection. Oui, et c'est vrai que finalement, c'est des notions assez récentes parce qu'il y a quelques années, on n'était pas sur cette information-là. Hein. Et là, c'est vraiment, vous avez vu, les dernières études montrent qu'il finalement, il n'y a pas plus de risque d'infection quand on pose un stérilet que quand on pose un implant. Donc, chez des femmes jeunes, hein, donc des femmes à risque. Et la dernière remarque, après votre exposé brillant, c'est que la contraception chez les jeunes filles, ça la met pas, prendre la contraception, ça ne la met pas à l'abri d'une infection. Je veux dire par là que souvent, la pilule protège de la grossesse, mais pas des infections. Et c'est peut-être une notion qu'il faut que les jeunes filles le sachent. Des questions de la salle? Oui, moi, merci. Je voulais savoir si jamais elle n'a pas de symptômes et qu'il y a un mycoplasme ou un uréoplasma, est-ce que vous le traitez et si oui, par doxy ou azithro? Alors maintenant, l'azithro, il faut l'éviter au maximum parce qu'il y a des risques de résistance. D'accord ? Donc là, je parle sous couvert de Dr Fanny Vuotto, qui est infectiologue, qui nous a fait un brillant topo là-dessus. Donc oui, il faut essayer vraiment quand on peut, sauf si on sait que la dame ne reviendra pas et qu'elle ne va pas prendre son traitement. Mais plus souvent, vraiment éviter Zithromax et donner de doxycycline pendant plusieurs jours. C'est sûr, c'est plus contraignant. Il y a un risque de plus mauvaise observance, mais
c'est vraiment, vraiment à privilégier avant tout. En bien expliquant à la dame que c'est important de le prendre jusqu'au bout. Et voilà, mais Zithromax, ouais, il faut essayer de l'oublier. Sauf dans les cas vraiment, je vous dis, hein, les patientes, vous savez qu'elles ne le prendront pas, donc ça va être compliqué pour elles. Dans ce cas, bien sûr, on reste sur Zithromax. Il y a des questions là-bas. Oui, bonjour. Et puis je crois que Fanny Vioto voulait intervenir, pour compléter mon topo. Sinon, il y a un micro là. Juste parce que la salle réagit aussi. Uréaplasma et mycoplasme, c'est de la flore, donc ça ne se traite pas. Hein, d'accord, c'est de la flore génitale en fait. D'accord, donc avant que vous posiez la question macrolide, cycline, tout ça, c'est pas pathogène en fait. Hein. Donc il y a des toutes petites données pour dire que peut-être urétrite récidive chez l'homme ou peut-être chez la femme en 5e intention, une fois qu'on a tout éliminé, etc. Mais c'est de la flore. Donc un uréaplasma, c'est normal en fait. Hein, et donc ça ne devrait pas être cherché par le laboratoire. Et attention, il y a des gros problèmes de seuil. Donc en fait, l'uréaplasma que vous n'avez pas demandé, que vous récupérez, voilà, il faut jeter à la poubelle le papier. Oui, désolée, j'avais pas compris ces germes-là en fait. Alors il y avait une question, je pense. Oui, bonjour. C'est pour savoir, du coup, sur une pose de stérilet, justement, chez les jeunes qui ne sont pas forcément, multipares ou même unipares, qui ont un stérilet, est-ce qu'il y a un intérêt à chercher en prélèvement vaginal, alors sans uréaplasma et mycoplasme, le chlamydia tous les ans ou en suivi? Ah bah, si elles changent de partenaire, oui, si elles sont un facteur de risque, mais si stérilées ou pas stérilées. Hein. Oui, voilà, justement. Chez toutes les femmes qui font une IVG, qui ont moins de 25 ans, qui ont des partenaires, plusieurs partenaires, qu'on vienne de changer de partenaire, oui, à chaque fois qu'on les voit, il faut refaire une recherche d'IST. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Une remarque, suite à une thèse, j'ai pu voir que chez les jeunes filles, alors que ça paraît vraiment évident pour les professionnels, elles pensent encore que la contraception orale évite un certain nombre d'infections sexuellement transmissibles. Et au départ, le président de thèse disait « mais non, c'est pas possible ». Et une autre thèse est venue conforter le phénomène. Et ensuite, j'avais lu quelque part que le fait que la contraception orale augmentait éventuellement le risque de cancer du col, c'était lié aussi au fait que dans les études, on comparait avec le DIU et que le DIU pouvait râper les cellules qui étaient déjà précancéreuses. Je ne sais pas si vous avez des idées là-dessus. J'ai pas lu de choses là-dessus, non. Mais donc l'idée, oui, contraception et infection, effectivement, il faut essayer vraiment de combattre cette mauvaise idée. Ouais. Ça n'a pas été confirmé, je pense. Oui. Est-ce que vous traitez un mycoplasme urinaire? Pardon. Un mycoplasme urinaire? Alors moi, je ne suis pas infectiologue, je suis pas... Donc on va demander à M. Vioto qui nous... Non, ça, à nouveau, ça ne se traite pas. Mycoplasme dans les urines, c'est qu'il y a des sécrétions vaginales dans ces urines. Voilà, donc ça ne se traite pas. D'ailleurs, ça ne devrait pas être rendu à nouveau par le laboratoire. Hein, voilà. Et en plus, il facture aussi aux patients, hein, parce que ce n'est pas ce que vous avez prescrit. Hein. Bon, merci beaucoup, Sophie, pour cet exposé. Nous allons passer maintenant... Alors, nous allons écouter maintenant Philippe Landowski, qui est chirurgien, gynécologue, accoucheur, qui maintenant fait surtout de la chirurgie gynécologique. C'est un grand spécialiste de l'endoscopie opératoire. Et il va nous parler de l'endométrite, son diagnostic, son traitement. Philippe, merci. Merci. Bonjour à vous tous. Merci de m'y avoir convié. Je n'ai pas de conflit d'intérêts. Je vais donc vous parler de l'endométrite chronique. J'ai fait une revue de la littérature des 5-6 dernières années qui viennent de s'écouler. J'ai tenté de vous éclaircir un petit peu sur ce sujet. L'endométrite chronique, il faut savoir déjà qu'il n'y a pas de définition universelle. La définition, elle est histologique. C'est la présence de multiples plasmocytes dans le stroma endométrial.
Alors pourquoi ? Finalement, on s'est rendu compte que le corps utérin était relativement isolé du système immunitaire et que sa réponse immunitaire était relativement faible. Comment diagnostiquer l'endométrite chronique ? Alors historiquement, on faisait des biopsies d'endomètre avec la coloration à l'hématoxyline et à l'éosine. C'était un examen qui était difficile car distinguer les plasmocytes et les fibroblastes était compliqué. On avait besoin d'un apathe assez compétent. L'immunohistochimie est apparue. Il s'agit d'une technique qui permet de marquer par coloration les marqueurs des plasmocytes, autrement dit le CD138. Le CD138, alors j'ai appris des choses, c'est une protéoglycane, sulfate d'héparine, transmembranaire, syndécan. Bref, c'est un marqueur spécifique des plasmocytes. Et donc, dans les lames, les médecins histologistes peuvent assez facilement reconnaître les plasmocytes. Et finalement, lorsqu'il y a plus de 5 plasmocytes par champ, on peut poser le diagnostic d'une endométrite chronique. Donc la vitesse est relativement rapide et c'est quasiment indépendant de la qualité du pathologie. Simplement, au départ, le diagnostic de l'endométrite, il était hystéroscopique. Les différentes études montrent que les sensibilités et spécificités sont relativement bonnes. Il faut savoir que l'hystéroscopie en milieu liquide est plus performante et que les aspects que l'on retrouve sont des aspects en fraise, c'est ce que vous avez sur l'image du bas, avec une surface endométriale congestionnée, un œdème stromal et bien entendu les très classiques micropolypes. Micropolypes qui parfois sont pris pour des hypertrophies polypoïdes alors que ce n'est pas le cas. L'endométrite chronique, il y a donc une infiltration des plasmocytes dans les zones stromales de l'endomètre, ce qui altère, et on en reparlera tout à l'heure, la contractilité utérine, ce qui altère la production de cytokines, ce qui altère la sécrétion des facteurs qui permettent la réceptivité des embryons et qui modifient également la décidualisation de l'endomètre. Bref, on se rend compte que l'endométrite chronique a une vraie conséquence sur la qualité de réceptivité de l'endomètre. Ne pas faire les biopsies en seconde partie de cycle, car il y a des cellules stromales de type plasmocyte qui sont présentes, ce qui entraîne des faux positifs dans le diagnostic histologique. Donc privilégier les biopsies en première partie de cycle. Dans la population générale, on estime que 10% des femmes ont de l'endométrite chronique, et chez les patientes infécondes, ça monte jusqu'à 40%. Il y a une symptomatologie classique, spotting, leucorrhée, douleur pelvienne, dyspareunie, et le contexte d'hydrosalpinx, de stérilet et de fausses couches à répétition. Il y a des pathologies associées, on en reparlera tout à l'heure aussi, et on retrouve dans le cadre de l'endométriose un taux d'endométrite chronique multiplié par 2,7. C'est également plus important dans le contexte de fibromes notamment. Les microbes qui sont concernés, finalement, ce sont des infections bactériennes courantes, strepto, coli, chlamydier, uraplasma, levure, etc. On pourrait dire que l'endométrite chronique est due non seulement à une infection microbienne locale, mais à un état inflammatoire de l'endomètre qui est basé sur une étiologie, une pathogénèse un peu compliquée, qui implique une problématique hormonale, infectieuse, fibrotique et auto-immune. Cette prévalence, elle varie chez les femmes qui font des fausses couches à répétition entre 9 et 67%, chez les femmes en échec d'implantation entre 14 et presque 60%, et chez certaines études jusqu'à 60% des femmes infécondes, et on les retrouve dans 40% des prématurités. Bien entendu, on fait la différence avec l'endométrite aiguë, sur laquelle je ne reviens pas. Et alors, cette endométrite chronique, la problématique, finalement, alors que l'endomètre se décidualise périodiquement, pourquoi persiste-t-elle ? Probablement parce qu'il y a une infection un petit peu plus profonde qu'on retrouve
dans les contextes de synéchie. Alors il y a un mythe centenaire qui tombe, la cavité utérine normale n'est pas stérile. Le bouchon muqueux effectivement bloque, et on l'a tous appris, l'ascension bactérienne. Néanmoins, il y a des micro-organismes ascendants. Dans des conditions de physiologie normale, il y a des micro-organismes vaginaux qui sont détectés dans la cavité endométriale de femmes asymptomatiques. D'un autre côté, la culture bactérienne n'est pas prédictive d'une infection éventuelle endométriale. Il y a également des micro-organismes péritonéaux qui proviennent du tractus gastro-intestinal que l'on peut retrouver dans l'utérus via les trompes. Donc finalement, l'endométrite chronique, c'est plus une interaction entre les micro-organismes et l'immunité endométriale plutôt qu'une infection simple. Endométrite chronique et FIV. On s'est rendu compte qu'il y avait une amélioration significative du taux de naissance vivante chez les femmes traitées d'une endométrite chronique par rapport à celles qui ne sont pas traitées. Un taux d'implantation qui est largement supérieur, 18% versus 5% sur une étude, des taux de grossesse qui sont très différents, de 30% à 7%. Et dans des histoires de FIV, les résultats sont significativement augmentés lorsque l'endométrite chronique a été traitée en hystéroscopie, moins évident lorsque simplement la biopsie a été faite. Traiter une endométrite chronique, d'autres études ont montré qu'un certain nombre de patientes étaient traitées au bout d'une cure d'antibiotiques. Pour d'autres patientes, il faut plusieurs cures d'antibiotiques, on en reparlera juste après ensuite. Rares sont les patientes, et là cette étude était assez péjorative, montre qu'il y a une résistance après 3 cures d'antibiotiques différentes. Alors on peut aussi imaginer que l'endométrite chronique se traite spontanément, puisque 2/3 des couches de l'endomètre s'effondrent tous les mois. Faut-il des antibiotiques systématiques? Faut-il des règles artificielles? Ça fait partie du traitement, je pense. D'autres études à propos de l'impact de l'endométrite chronique sur les échecs d'implantation. Une étude a montré que chez 335 femmes, 34% des femmes avaient de l'endométrite. Le taux de guérison histopathologique, c'est-à-dire histologique et hystéroscopique, était retrouvé à 92% après une première cure et à 99% après une deuxième cure d'antibiotiques différents. Dans la littérature, on retrouve de nombreux protocoles. Aucun des protocoles n'est standardisé à l'échelle de la planète. Aucun. Ce qu'on sait simplement, c'est qu'avec 2 cures d'antibiothérapie, lorsque la première n'a pas été couronnée de succès, on a près de 95% de succès. Aucune étude n'a été prospective. Alors, l'endométrite, c'est important parce que c'est un facteur qui est réversible de l'infécondité, des troubles de l'implantation. Aujourd'hui, on améliore considérablement les protocoles de stimulation ovarienne, la chirurgie de la reproduction, l'immunologie reproductive, mais l'implantation reste un facteur essentiel qui limite les résultats de la FIV et de la FIV. Et donc, le processus d'implantation comprend plusieurs étapes qui sont régulées par les cellules immunitaires et les cytokines, la décellularisation de l'endomètre, la position de l'embryon, l'adhésion et la pénétration des trophoblastes. Et toutes ces étapes-là sont altérées par l'endométrite chronique. Alors je vous ai mis là trois protocoles d'antibiothérapie que j'ai retrouvés dans la littérature et qui semblent être assez consensuels. Doxycycline 2 semaines, métronidazole, ciprofloxacine 2 semaines, ou floxacine et amoxicilline, clavulanate 10 jours. Globalement, tout le monde est d'accord pour dire qu'une semaine d'antibiotiques, c'est trop court. 2 semaines, ça semble être suffisant. Et aucun des protocoles n'a retrouvé des supérieurs aux autres. Alors, ce qui est intéressant, c'est endométriose et endométrite chronique.
La prévalence de l'endométriose est 38% de l'endométrite chronique est 38% en cas d'endométriose. L'endométriose, on en connaît plein de choses, mais on a encore beaucoup à apprendre, mais on sait simplement que l'inflammation, l'immuno, l'endocrinologie, la génétique, l'épigénétique concernent le développement de l'endométriose. Mais y a-t-il un lien de cause à effet entre l'endométrite chronique et l'endométriose? C'est probable. Il y a une altération paracrine immunitaire commune aux deux pathologies. Il y a probablement une initiation de l'endométriose par des microbes intra-utérins. Il y a une altération de la contractilité utérine liée à l'endométrite chronique qui favoriserait l'endométriose avec une réduction des contractions sous-endométriales et une contamination bactérienne et un niveau d'endotoxine accru dans le flux menstruel des femmes atteintes d'endométriose. Donc on a de bonnes raisons de penser que l'endométriose favorise peut-être l'endométrite chronique, mais peut-être que l'endométrite chronique favorise aussi l'endométriose. Et qu'une patiente qui est endométriosique, qui a des spottings, qui a des douleurs pelviennes modérées mal systématisées, il faut penser à l'endométrite chronique et pas ne penser qu'à l'endométriose. Qui dit endométrite chronique, on parle donc de l'implantation. Et je ne pouvais pas m'empêcher de vous parler d'un sujet qui tient à cœur, c'est faut-il une cavité utérine? Y a-t-il une cavité utérine idéale? On connaît tous les cavités utérines triangulaires parfaites. Il n'empêche qu'aujourd'hui, on voit des morphologies qui sont différentes. On parle beaucoup de fond arqué maintenant. Le fond arqué, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une simple petite cloison utérine mal développée? Mais quand vous creusez un peu, vous vous rendez compte que chez les utérus rétroversés, souvent fixés, dans des contextes d'endométriose, vous avez un fond arqué. Et ce fond arqué, à mon avis, est probablement la conséquence de cette rétroversion extrinsèque de cet utérus. L'adénomiose, on n'a plus le distilbène aujourd'hui, mais on voit encore des utérus en T. Et ces utérus en T, ils sont liés à l'adénomiose. L'inflammation pelvienne est probablement en rapport aussi avec l'endométriose. Et donc, il faut vraiment qu'on garde cette vision globale de la pathologie endométriale et de la pathologie pelvienne dans les troubles de l'implantation. Il ne faut pas opposer la cavité et ce qui se passe en dehors de l'utérus quand on est en échec d'implantation. L'endométrite chronique est probablement un facteur central dans ces échecs d'implantation, avec un lien possible avec l'adénomiose, avec l'endométrite, et peut-être même avec les polypes, dont on pense que certains d'entre eux ont une origine infectieuse. Alors je vous ai fait je me suis amusé à faire un petit arbre décisionnel en me disant qu'on parle d'une pathologie précise, qui est l'endométrite chronique, mais il ne faut pas oublier qu'elle arrive, on se pose cette question chez des femmes qui sont en échec d'implantation, en échec de FIV, et qu'il faut se garder d'avoir une vision très locale de la problématique de nos patientes, et donc toujours conserver en mémoire la prise en charge globale de ces pathologies-là. Et donc l'endométrite chronique, vous avez une altération de la contractilité. On sait que ça favorise l'endométriose. L'endométriose favorise la rétroversion utérine. Alors, on n'opère pas une rétroversion utérine, mais je vais vous parler de la cavité. La rétroversion utérine favorise la dysmorphologie avec un fond arqué. Parce que finalement, cet utérus, il est recroquevillé vers l'arrière, et ce sont des morphologies qu'en hystéroscopie, on retrouve anormales. Le rôle de l'hystéroplastie fondique. Altération de la contractilité, ça favorise l'adénomiose, on le sait, ça donne une dysmorphologie, les utérus en T. Faut-il faire des hystéroplasties latérales? Endométrite chronique, inflammation, et des études qui montrent qu'il y a des polypes endo-utérins qui sont liés à l'inflammation. Faut-il enlever les polypes? Voilà. Donc l'endométrite chronique, oui, on la traite avec des antibiotiques, bien entendu, mais il faut savoir apprécier la cavité utérine dans sa globalité, dans sa morphologie, pour savoir si, au-delà des antibiotiques, dans le cadre des échecs d'implantation, il faut s'astreindre à une amélioration de sa morphologie. Une petite histoire qui est toute récente. Une patiente de 34 ans, fausse couche en juin 2020 sur grossesse spontanée. Elle fait une FIV en septembre 21 avec une hystérodiag normale en novembre.
Elle a un TEC en décembre, échec d'implantation. La collègue qui s'occupe d'elle la voit le 3 janvier, estradiol à 23, un endomètre à 2 mm. Elle la voit le 10 janvier, estradiol à 64, un endomètre à 9 mm et un follicule à 10. Et là, elle me montre son écho, elle me dit, mais il y a un truc qui ne me va pas. Je ne peux pas avoir l'endomètre que j'ai avec un estradiol à 64 et un follicule à 10. Ce n'est pas logique, il est trop épais. Et je lui dis, mais elle a eu une hystérodiag normale il y a 4 mois. Et elle me dit, refais-lui une hystéroscopie. Je lui refais l'hystéroscopie. Alors vous avez l'image de l'échographie à gauche. Vous voyez cet endomètre, il est un petit peu festonné. Alors on pourrait dire c'est l'endomètre idéal. Non, non, il est festonné, il ne lui plaisait pas. Ce n'était pas l'endomètre classique implantatoire. Et donc je lui fais l'hystérodiag et vous avez les images au milieu avec l'endométrite. On la traite 14 jours d'antibiotiques, hystérodiag de contrôle normal. Elle a un TEC en cycle naturel le 25 février et la grossesse actuellement est normalement évolutive. Voilà. Ça, c'est une petite histoire, mais c'est une petite histoire vraiment du quotidien où il doit vraiment y avoir, je pense, des liens très, très, très étroits entre les FIVistes, les médecins de la reproduction, et puis les hystéroscopistes, parce que les examens sont très, très complémentaires. Alors, les questions à résoudre. Quand faire l'hystéroscopie diagnostique? Alors, moi, je pense qu'il faut la faire très vite, très tôt. Quand on a les moyens de faire des hystéroscopies diagnostiques dans de bonnes conditions, l'examen se passe bien. Je pense que l'hystérosonographie est un doublon qui n'a pas beaucoup d'intérêt dans ce contexte de l'implantation. Et le binôme écho-androvaginal hystéroscopie diagnostique est parfait. Quand faire la biopsie endométriale à la recherche de l'endométrite chronique? Je pense que dans l'histoire d'une patiente, lorsqu'il y a des fausses couches à répétition, de l'hydrosalpinx, une endométriose postérieure, il ne faut pas hésiter à faire une biopsie avec recherche de CD134. Au moins, on sait d'emblée si on a un risque d'endométrite chronique. L'intérêt du CD138, pardon, 138, excusez-moi. L'intérêt, lorsque l'hystéroscopie diagnostique a vu l'endométrite, faire la biopsie n'a aucun intérêt. Quand traiter, bien entendu, quand une infection qui a été retrouvée, faut-il traiter de façon empirique lorsqu'on a eu des fausses couches à répétition, lorsqu'il y a de l'endométriose? Je ne peux pas vous dire oui, mais de temps en temps, je me demande si une cure de 15 jours d'antibiotiques, dans les échecs totalement incompréhensibles d'implantation, ne serait pas une idée. C'est un peu empirique. Mais faut-il contrôler? La biopsie, je ne crois pas. L'hystéroscopie, je pense qu'il faut contrôler en fonction de l'intensité de l'endométrite qu'on a pu avoir à l'avance, en fonction de l'histoire des patientes. Mais recontrôler, c'est refaire un geste endo-utérin. Donc il ne faut pas non plus contrôler de façon systématique, parce qu'on est de nouveau minerai un petit peu agressif. Quelle antibiothérapie? Double, je pense. Préventive, probablement pas. L'avenir, c'est qu'on se rapproche de la microbiologie moléculaire, où on va probablement pouvoir bénéficier d'une thérapie antibiotique ciblée demain, et plus qu'une antibiothérapie large spectre aujourd'hui. Et enfin, et c'était probablement le message que je voulais faire passer, c'est que la prise en charge des troubles de l'implantation, c'est vraiment une appréciation, une réflexion globale sur ce qui se passe dans l'utérus et ce qui se passe en dehors de l'utérus. Et c'est ça le secret des collègues FIVistes qui ont de très bons résultats. Je vous remercie. Merci de cet exposé particulièrement intéressant parce que souvent on parle de l'endométrite chronique, mais bon, là tu as montré toutes les implications pratiques en clinique et en FIV, en pathologie de la fertilité qui est ton domaine et je trouve que ce domaine est passionnant. Je voudrais te poser une question, mais bon, est-ce qu'il y a un intérêt à faire un prélèvement bactériologique d'endomètre au cabinet avant de faire l'hystéroscopie, etc. ou pas du tout? Non, la biopsie endométriale... Non, le PV avant hystéroscopie diagnostique, non. Quand vous posez un stérilet, il n'y a pas de PV à l'avance. Quand on fait une hystéroscopie diagnostique, on nettoie, on désinfecte le col. L'hystéroscopie diag passe à travers le col au sérum physiologique le plus souvent. Et je pense que ce n'est pas un geste... non, il n'y a pas d'antibiothérapie à prendre avant. Non, non. En dehors de la réflexion de celle qui a un hydrosalpinx, faut-il lui faire une hystéroscopie diagnostique si on connaît l'hydrosalpinx? C'est un autre sujet. Mais... Merci également pour cet exposé particulièrement intéressant. Moi, j'aurais une question. Est-ce qu'il y a des facteurs prédictifs de l'endométrite?
Alors, je ne sais pas s'il y a des facteurs prédictifs, mais je pense qu'il y a des facteurs de risque. Je pense que l'endométriose en est un. L'infection pelvienne, j'ai vu nulle part des liens entre les infections génitales et l'endométrite. Je pense qu'on est vraiment sur une pathologie qui est à la jonction de l'inflammation, de l'infection, de la réponse immunitaire, de l'utérus qui est un petit peu isolé dans cette réponse immunitaire de l'organisme. Donc je ne pense pas qu'il y ait facteur de risque. On va plutôt parler de conséquences, les fausses couches à répétition. Mais notamment l'âge, le tabac. J'ai pas vu ça, je l'ai vu nulle part. Voilà, c'est ça aussi que je voulais demander. Question, tu as parlé bien sûr dans l'endométrite chronique de saignement, mais est-ce qu'il peut y avoir des troubles des règles, ménorragie, torragie ou pas du tout, pas spécialement? J'ai vu spotting et douleurs pelviennes mal systématisées. C'est les femmes qui disent j'ai un peu mal de temps en temps, j'ai des petites pertes, ça saignote un petit peu, j'ai des petites douleurs bizarres, une dyspareunie profonde modérée, sans endométriose. C'est une symptomatologie un peu fruste, un peu non systématisée. C'est des petits signes sur lesquels on dit tous, bon, je ne sais pas trop ce qu'elle a, et en fait, l'hystéroscopie, là, je pense, a toute sa place. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, là-bas. Oui, alors moi j'avais juste une petite question. Est-ce qu'il y a un intérêt à rechercher une endométrite chronique pour les patientes qui ont fait des fausses couches tardives ou des accouchements très prématurés? Et deuxième question que j'avais, est-ce que si on est au cabinet en fait un petit peu perdu, est-ce qu'on peut juste se contenter d'une biopsie d'endomètre à la pipelle de Cornier? Est-ce qu'on peut avoir juste le diagnostic comme ça sans faire d'hystéro si on n'a pas un accès simple à l'hystéro? Oui, alors effectivement, dans les accouchements prématurés, c'était une étude rétrospective, ils ont retrouvé plus d'endométrite chronique. Voilà, donc faut-il faire ça de façon systématique? Je ne sais pas. Je crois que les obstétriciens seront peut-être plus qualifiés que moi. En revanche, pour la question sur les biopsies, c'est une biopsie d'endomètre normale qu'on fait au cabinet médical, à la pipelle. Il faut simplement réécrire sur le bon d'histologie, recherche CD 138. Et en fait, le résultat, la conclusion de l'histologiste nous dit positif ou négatif dans son compte-rendu. Et c'est une biopsie normale, dans les conditions normales. D'autres questions? Oui, merci. Y a-t-il une place aux anti-inflammatoires dans le traitement de l'endométrite chronique? Je ne l'ai retrouvé nulle part. Moi, je voulais savoir simplement s'il y avait des signes inflammatoires sur le bilan sanguin éventuellement. Non plus. Aucune symptôme, contrairement à l'endométrite aiguë, aucune. Moi, j'ai déjà vu des traitements à la cortisone aussi pour des endométrites chroniques. Je ne sais pas si... Alors, je ne l'ai pas noté. Il y a des études sur lesquelles c'est sorti et ce n'était pas contributif et pas significatif. Encore une question. Bonjour. Et si on retrouve un uréaplasme en endomètre, est-ce qu'il faut le traiter ou pas? C'est en fonction des signes d'endométrite chronique Je transmets la question. J'ai compris que non. C'est encore une question sur uréaplasma? Oui. Oh, non, mais il faut oublier uréaplasma. Même si on le retrouve en endomètre, en présence par exemple d'endométrite chronique? Oui, c'est la flore. C'est comme l'actinomycète. Vous en avez partout. D'accord? L'uréaplasma, là, si je vous gratte le col, on va trouver de l'uréaplasma. Hein, c'est normal, c'est de la flore normale. Donc oui, c'est normal d'en avoir. Alors ensuite, si l'hystéroscopie retrouve des signes d'endométrite et qu'on retrouve un uréaplasma, je pense qu'on traite. Est-ce qu'on vise spécifiquement l'uréaplasma? Je ne sais pas, mais en tout cas, on traite. Parce qu'on est désespéré et qu'on va traiter. Non, mais en fait. Mais voilà. c'est exactement ça. C'est parce qu'on est désespéré, et donc les antibiotiques, les cycles d'antibiotiques, c'est la cycline en première intention, en sachant que votre uréaplasma, très souvent, il est multirésistant. Et ça, vous traitez, et il se passe. Enfin, vous voyez, les schémas d'antibiotiques qui sont proposés, 3 fois sur 4, ça ne va pas marcher sur l'uréaplasma. Mais on ne va pas aller non plus faire de la bazooka-thérapie. Pour un uréaplasma, trouver, voilà. Donc vous allez faire votre doxycycline,
Voilà, moi, j'y connais rien à l'endométrite, hein, mais vous allez faire la doxycycline et puis on va voir. Mais l'uréaplasma, en plus, c'est pas facile à traiter. Hein. C'est pas sympa en général. C'est comme toutes ces bactéries commensales, souvent elles sont résistantes. Ok, merci. Vous avez parlé de la relation endométriose et infection chronique. Est-ce que endométriose vraiment ou adénomiose aussi? Parce que c'est vrai qu'au niveau des signes, on a ces femmes qui saignotent, qui ont mal. Évidemment, quand on fait nous-mêmes une échographie, on sait reconnaître, parfois à condition d'avoir un bon appareil, les glandes d'adénomiose et des glandes normales, mais le nombre de résultats d'échographiques qui nous arrivent maintenant, c'est adénomiose, adénomiose, adénomiose. Donc on ne va pas s'amuser à rechercher une infection chronique chaque fois qu'on voit ce genre de résultats. Je suis tout à fait d'accord, mais on peut parler de l'adénomiose, ça va prendre du temps. Mais aujourd'hui, effectivement, il n'y a plus un compte-rendu d'échographie qui ne parle pas d'adénomiose. Or, 90% des femmes de 40 ans ont de l'adénomiose. Donc, le problématique, ce n'est pas est-ce qu'elle a de l'adénomiose, c'est que l'adénomiose qu'elle a est symptomatique ou pas. Après, effectivement, il faut des échographies de qualité pour savoir si on voit des cryptes sous-endométriales, ce qui est important, est-ce que cette adénomiose est diffuse. L'endométrite chronique, j'ai fait exprès de la rendre très importante. Elle est importante, mais elle n'est pas si importante que ça. Je pense que le message qui me paraît prépondérant, c'est que je pense que tout est lié. Je pense que l'endométriose, c'est une pathologie, on la connaît mal. Elle est certainement en partie inflammatoire. L'adénomiose, on sait qu'elle est évolutive. On sait qu'il y a des liens avec l'endométriose. On sait qu'elle altère dans certaines situations les qualités d'implantation. On sait que l'endométrite chronique, je vous en ai parlé, avec les conséquences que ça a. Je ne vous parle pas des polypes parce que ce n'est pas simple non plus. Donc oui, tout est lié. Donc après, il faut du jugement, il faut apprécier les outils qu'on a sous la main. Il faut mieux une bonne échographie qu'une mauvaise écho. Et il faut mieux pas d'hystéroscopie qu'une mauvaise hystéroscopie. Donc après, et tout ceci, bien entendu, en fonction du contexte de chaque patiente et de son histoire. Donc ma conviction, c'est que la cavité utérine, on ne peut pas aborder une cavité utérine sans oublier ce qui se passe en dehors de l'utérus et vice-versa, notamment dans le cadre de l'implantation. Bon, merci encore beaucoup pour cet exposé vraiment brillant et intéressant. On va passer maintenant la parole donc, à notre infectiologue que vous connaissez déjà. Donc, c'est le docteur Fanny Veteau de Lille, qui est donc spécialiste en médecine interne et qui travaille dans le service des maladies infectieuses au CHR de Lille. Merci Fanny, vraiment merci beaucoup, qui va nous parler donc de la PrEP et des actualités dans la PrEP. Alors merci beaucoup d'inviter un infectiologue. C'est pas un topo sur uréaplasma, je précise tout de suite. Si vous arrivez à me poser une question sur uréaplasma, vous êtes très forte. Alors, la PrEP, c'est la prophylaxie pré-exposition, et en fait on parle de PrEP pour le VIH, parce qu'on peut parler de PrEP pour le Covid aussi. Donc c'est juste la notion de prophylaxie pré-exposition pour le VIH. Pourquoi on parle de ça? L'épidémie VIH, elle n'est pas du tout contrôlée, ni dans le monde, ni en France. Donc dans le monde, vous avez à peu près 6000 nouvelles infections par jour, et en France, vous avez à peu près 6000 nouvelles infections par an. Donc ce n'est pas du tout contrôlé. Vous avez des disparités régionales, et les chiffres sont un peu écrasés par l'Île-de-France, les territoires d'outre-mer, voilà, globalement. Et la particularité de la France, c'est qu'on est mauvais. C'est-à-dire que parmi les pays industrialisés, riches, etc., nous, on a plus d'un quart, vous voyez, 26% de nos découvertes VIH qui se font à un stade tardif. Ça veut dire que d'une part, pour le bénéfice individuel du patient, on va le traiter très tard, et en plus, ça veut dire qu'il a transmis probablement. D'accord? Donc on est mauvais. Alors, en plus, on a une épidémie qui est concentrée. Dans la tête des gens, le VIH, alors, bon, on va voir, la PrEP et le VIH, ça concerne les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes. Mais c'est pas c'est effectivement une population bien sûr à risque, mais vous voyez, le 37% du camembert en rouge, là, pour les nouvelles infections, ça concerne les hétérosexuels nés à l'étranger. D'accord? Donc en fait, on a 3 populations particulièrement à risque en France.
c'est les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, mais c'est les personnes originaires d'Afrique subsaharienne et Caraïbes, hommes, femmes hétérosexuels, et c'est les utilisateurs de drogue par injection. Et donc, il faut changer un petit peu son fusil d'épaule pour dire que la PrEP, on va pouvoir notamment la donner aux femmes. On va voir ça. Alors, je vous avais remis les objectifs de l'ONU pour le sida, mais enfin bon, le Covid est passé par là, hein, donc c'était 90% des infections diagnostiquées, 90% des infections traitées, 90% des infections des patients avec charge virale indétectable. Bon, on n'est plus là-dessus. Hein. Alors, les modes de prévention, on a la circoncision masculine, ça marche hyper bien. On a les préservatifs, et force est de reconnaître que les préservatifs tout seuls, ça ne marche pas. Hein, sinon, il n'y aurait plus de VIH. La réduction des risques au sens large, le dépistage, et puis le traitement du VIH, ça c'est le TASP, c'est le traitement comme prévention. Si vous avez un patient traité charge virale indétectable, il ne transmet plus, donc on baisse notre prévalence. Et c'est ensuite les utilisations des antirétroviraux. Vous avez la prévention, bien sûr, de la transmission materno-fétale, la prophylaxie post-exposition, ça c'est le TPE, le traitement d'urgence, par exemple en cas d'AEV. Et puis, vous avez la prophylaxie pré-exposition dont on va parler aujourd'hui. Alors, la prophylaxie pré-exposition, ça a été une révolution dans le monde du VIH. Et donc, vous voyez, je vous ai mis la photo de Marisol, magnifique. C'est ouverture de la prescription de la PrEP en janvier 2016. Et donc, c'est une prophylaxie pré-exposition. Le principe, c'est que vous prenez des antirétroviraux avant un rapport sexuel, à risque ou pas, on va le voir, et poursuivi après le rapport pour réduire le risque d'infection par le VIH. Alors, vous avez 2 études. Je ne vais pas vous parler de toutes les études de la PrEP parce qu'il y en a 40 000, mais il y en a 2 que vous pouvez quand même avoir entendu dans les journaux ou tout ça, ou pouvoir en discuter. Il y a l'étude Hypergay. C'est là où on a donné la PrEP à la demande. Donc c'est, je prends la PrEP au moment où je sais que je vais avoir un rapport sexuel à risque, dans les 24 heures avant, dans les 48 heures après. Et vous voyez que ça a réduit l'incidence relative de 86% pour le VIH. Donc ça marche. Ça, c'est de la prise discontinue pour encadrer un rapport sexuel à risque. Et puis vous avez l'étude PROUD, qui était l'étude où cette fois-ci c'est en continu. Donc vous prenez tous les jours la PrEP, avec un nombre de rapports sexuels qui est comme vous voulez, et ça a donné le même type de résultat. Il y a une réduction relative de l'incidence qui est autour de 86%. C'est pas 100%. C'est comme le préservatif ça peut craquer, c'est pas 100%. Ben là, vous pouvez aussi vous contaminer avec déjà un VIH qui est résistant à la PrEP. D'accord? Donc ça fait partie du jeu, on va dire. Alors, la PrEP, là on est sur une session actualité, ça a beaucoup évolué. En 2017, là, quand Marisol elle a dit on a le droit de le prescrire, vous aviez un texte HAS qui encadrait, c'était uniquement prescrit par les infectiologues, donc dans les CGID, etc. Ça pouvait être renouvelé par les médecins traitants. Et on vous disait qu'il fallait être homme ayant des rapports sexuels avec les hommes, ou transgenre, ou usager de drogue médicale, et ayant déjà eu des IST, ou ayant plus de 4 ou 5 rapports à risque par an. Enfin, c'était très cadré, hein, donc il y avait beaucoup de critères d'attribution. Et c'est des critères d'attribution qui ont été extrêmement discutés, parce que, en gros, c'était tourné vers les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, point. Alors que ce n'est pas toutes nos populations à risque. Et puis là-dessus aussi est arrivé le Covid, et vous avez eu un recul monstrueux sur le diagnostic, le dépistage, avec un risque de diagnostic. Hein, on ne va peut-être pas être à nos 26% de diagnostic tardif, là, on va peut-être être à beaucoup plus, avec donc un rebond prévisible. Et donc, dans le cadre de la Covid, il y a eu des réponses rapides qui a dit c'est fini tout ça, la PrEP c'est pour toute personne qui désire et qui a éventuellement des conduites à risque. Et ça peut être prescrit par tout médecin. L'infectiologue, le médecin généraliste, le gynécologue, il est même question que la sage-femme puisse prescrire, ça peut être prescrit par tout le monde. Et comme ça peut être prescrit par tout le monde, on forme, donc il y a une plateforme de prescription
de formation, hein, c'est Format PrEP qui a été développé. Et il y a aussi des outils qui ont été développés pour les patients avec l'alerte smartphone, les rappels, l'éducation, etc. Donc il y a une espèce d'ouverture, une volonté, hein, je vais vous montrer, d'ouvrir la PrEP à toute personne qui en manifeste déjà, qui en manifeste le désir. Et surtout, il faut aller vers les gens qui ont des conduites à risque. Ce n'est pas que les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, hein, c'est toutes les personnes ayant des conduites éventuellement à risque. Ça peut même être combiné avec une utilisation discontinue du préservatif. Alors, donc les patients qui vous disent « moi je mets un préservatif une fois sur deux », ben, il faut proposer la PrEP. Et c'est valable aussi pour les femmes hétérosexuelles à partenaires multiples qui vous disent ben, « moi j'ai une vie sexuelle active, je suis sur Tinder ». Voilà. Et ben, il faut, et c'est marqué noir sur blanc, hein, il faut tenir compte du confort sexuel du patient. Non, mais on est là pour parler. Bon. Alors, c'est chez qui? C'est le plus de 15 ans, en sachant que le 15-18 ans, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'en fait, les parents vont avoir les décomptes de sécu. C'est anonymisé, mais ils ont les décomptes de sécu. Donc, il vaut mieux, le 15-18 ans, l'orienter vers un Cégide pour qu'il y ait une prise en charge complètement anonyme. La contre-indication, la seule contre-indication, c'est d'être déjà infecté par le VIH. Parce que forcément, si vous êtes infecté par votre virus et que vous donnez du Truvada, en monothérapie, ça ne va pas bien se passer. Vous allez fabriquer un mutant au Truvada. Et ça, on ne veut pas. Donc, c'est la seule contre-indication. C'est si vous ne savez pas que votre patient, il est VIH, résultat sérologie inconnue, suspicion de primo-infection VIH. Et ensuite, c'est les antécédents d'allergie. Ok, en général, ils ne savent pas. Et il y a l'insuffisance rénale. Ça, c'est plutôt, ça demande en fait un avis spécialisé. Donc pour les clairances inférieures à 60, hein, on oriente plutôt vers l'infectiologue. Et ça, c'est ce que je vous disais, ces personnes exposées au VIH, avec ou sans port de préservatif. Et il faut une approche individualisée, ce qui veut dire qu'il faut dépister, hein, il faut poser la question aux patients, aux patientes, c'est quoi votre vie sexuelle en fait? Voilà, la première étape de la PrEP et de la prévention du VIH, c'est ça, c'est quoi votre vie sexuelle en fait? Donc je vous ai remis, oui, les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, les personnes transgenres en situation d'exposition, mais aussi les femmes et les hommes hétérosexuels. Je vous ai dit contexte de forte prévalence, hein, donc Caraïbes, Afrique subsaharienne, ça fait une grosse portion de population. Travailleurs du sexe, partenaires multiples, partenaires concomitants, sexe transactionnel, partenaires à risque, partenaires violents, partenaires vivant avec le VIH avec charge virale indétectable, femme enceinte avec exposition au VIH, refus du partenaire d'un autre moyen de prévention, les rapports sexuels non protégés au sens large et effectivement toute personne qui a une IST, une IVG, un TPE. Ça veut dire qu'il y a des conduites à risque, donc il faut proposer. Et puis, les usagers, bien sûr, de drogues intraveineuses. Et je vous ai remis ce qui est quand même à la mode en ce moment, c'est le chemsex. Hein, vous avez aussi la prostitution avec les chemsexeuses, souvent. Donc, c'est des espèces du marathon de sexe. Hein, c'est des actes sexuels très longs, en général, sur plusieurs heures, plusieurs jours en groupe, sous l'emprise de stupéfiants. Donc GHB, hein, je vous ai remis le petit schéma, GHB, kétamine, etc., qui sont censés améliorer les performances sexuelles, mais qui se font avec des échanges de seringues. Donc ça, c'est très à risque, voilà, dans un contexte de perte de contrôle, etc. Ça monte énormément chez les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes. Typiquement, ça va monter chez les hétérosexuels. Hein, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que voilà, vous ne pouvez pas vous dire on va faire une politique de prévention sur une catégorie de la population, ça ne marche pas. Alors, quand vous avez posé l'indication, il faut initier le plus rapidement possible. Le bilan minimum, c'est une sérologie VIH et une fonction rénale de moins de 7 jours. Ça, c'est votre bilan minimal. Après, bien sûr, il va y avoir une sérologie VHB. Pourquoi? Parce que s'ils ont une hépatite B chronique, c'est plutôt l'infectiologue qui va faire... tous les schémas ne sont pas possibles, donc c'est plutôt l'infectiologue. Mais globalement, vous, à partir du moment où vous avez une sérologie VIH, une fonction rénale, vous pouvez débuter et attendre votre sérologie VHB. Et puis, bien sûr, le bilan d'IST, le bilan hépatique, les bêta-HCG, mais la grossesse ne contre-indique pas la PrEP. Ça, c'est plutôt parce que vous faites le bilan des facteurs de risque chez le patient et puis vous vaccinez derrière.
Alors, la primo-prescription, donc, c'est 1 mois et ça se renouvelle tous les 3 mois. C'est génériqué, c'est pris en charge à 100%. La seule précaution d'emploi, c'est la néphrotoxicité potentielle. Donc, il faut éduquer sur les AINS. De toute façon, les AINS, ça ne sert à rien quand même, il faut quand même le dire. Il n'y a aucune interaction médicamenteuse. Ça n'interagit pas avec la contraception, les substances psychoactives, l'alcool. C'est possible pendant la grossesse et l'allaitement. Et puis, ça doit quand même être au sein d'une prise en charge globale avec les associations, le counseling, la prise en charge des risques psychosociaux, etc. Tout ce qui est autour du patient. Alors, comment on fait ça? Le schéma qui est le plus simple, qui est le schéma classique, c'est le schéma en continu, qui est débuté 7 jours avant le rapport sexuel à risque. Donc, c'est 1 fois par jour, on prend un comprimé de Kaletra, de Truvada, avec un repas. Vous prenez tous les jours, et puis, au bout de 7 jours, votre premier rapport sexuel est protégé, et vous continuez au long cours. Il y a un deuxième schéma qui est possible chez l'homme avec une dose de charge qui est un peu le traitement un peu d'urgence où vous débutez dans les 24 heures avant un rapport sexuel à risque. Ça, c'est le schéma classique, continu. Et vous avez un schéma discontinu qui est un peu plus compliqué. C'est souvent les hommes qui n'arrivent pas à prendre un traitement tous les jours, quand même. Soit c'est quand vous avez une activité sexuelle à risque qui est pas continue, par exemple pour un voyage, pour des vacances, pour je ne sais pas quoi, la Gay Pride, enfin ce que vous voulez. Eh bien, vous pouvez aussi le faire en discontinu pour encadrer un rapport sexuel à risque. Et ça n'est validé que chez l'homme. Chez la femme, c'est pas possible. Donc pour vos patientes en particulier, c'est que du schéma continu. Et donc là, on débute dans les 24 heures avant et on poursuit 2, 3 ou 4 jours en fonction du nombre de rapports sexuels, de la durée des rapports sexuels à encadrer. Mais c'est le même principe, un comprimé par jour, même type de surveillance, etc. Donc, 1 mois, on refait une sérologie VIH et une fonction rénale, et tous les 3 mois, à chaque fois qu'on refait le renouvellement, sérologie VIH, fonction rénale, le bilan des IST avec gonocoque, chlamyde et syphilis, et puis tous les 3 mois, on répète ces bilans. 1 fois par an, on fait la sérologie VHC et la fonction rénale un peu plus poussée, protéinurie, créatinurie. Donc finalement, c'est surtout des patients qui viennent en suivi. Et le renouvellement peut être fait par le médecin traitant. Donc l'instauration ou le renouvellement peut être fait par tous les médecins. Ça ne pose pas de problème. Les situations particulières, je vous en ai parlé. L'adolescent, plutôt suivi Cégide, si vous voulez, le 12-18 pour un suivi complètement anonymisé. Et puis, on peut passer d'un continu à un discontinu. On peut aussi faire un traitement d'urgence, donc un TPE, et enchaîner sur une PrEP. Donc vous voyez, il y a plein de modulations possibles du schéma et qui permettent de protéger les patients. Alors, est-ce que ça marche? Oui, ça marche super bien. Vous voyez, la PrEP, là c'est l'instauration de la PrEP en Grande-Bretagne. Donc c'est essentiellement introduit chez les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes. Et vous voyez que le nombre de nouvelles infections chute. C'est pas parce que c'est des choses qu'on entend, bah oui, mais du coup les PrEPeurs, comme ils ont la PrEP, ils vont enlever le préservatif. Non, non. C'est déjà des gens qui n'ont pas le préservatif ou qui ne sont pas en mesure, ils sont exposés parce qu'ils ne sont pas en mesure de se protéger. Donc c'est pas parce que vous avez la PrEP que vous allez enlever le préservatif, donc il n'y a pas d'augmentation des nombres d'infections par le VIH. Au contraire, ça chute parce que vous les dépistez mieux, plus vite, et surtout parce que ça marche en termes de prévention. Et je vous avais dit, l'échec, c'est contamination par une souche résistante. Voilà, donc ça, c'est résistance. Il y a effectivement des mutations. Quand les mutations qui sont possibles sous traitement, donc ça ne favorise pas l'émergence de mutations au sens large, c'est éventuellement si vous vous infectez soit par une souche déjà résistante, ça c'est un échec, soit par une souche qui porte déjà la mutation spécifique à la PrEP. Et là, effectivement, vous allez sélectionner. C'est pour ça qu'on demande une sérologie négative avant. Est-ce que c'est coût-efficace? Oui, surtout maintenant que c'est génériqué. Vous avez des études de coût-efficacité entre hospitalisation, prise en charge d'un patient stade-sida versus PrEP. Ça coûte moins cher, donc ça, il faut être
convaincus. Hein, c'est pour contrer l'argument économique, la PrEP ça coûte cher. Non, ça coûte moins cher que prendre en charge des patients au stade sida. Il y a un meilleur suivi des IST chez les patients sous PrEP, et donc vous chutez aussi vos gonocoques, vos chlamydia, vos syphilis. Donc il y a un impact en nappe de la PrEP. Plus vous avez de patients PrEPeurs, moins vous avez de VIH, moins vous avez d'IST au sens large. Et vous voyez, ils vous disent que 40% des infections pourraient être évitées sur 10 ans. Hein, c'est un gros réservoir. Voilà, donc dans le monde, il y a à peu près 300 000 patients sous PrEP. Nous, c'est 42 000 personnes en France, ce qui est une goutte d'eau par rapport aux personnes potentiellement éligibles. Hein, c'est vraiment une goutte d'eau. Il y a plein de modalités de PrEP qui sont en développement parce qu'il faut un truc efficace, bien toléré, qui coûte pas cher, qui est simple d'utilisation avec plusieurs choix. Et il y a des choix possibles, enfin des études pour des choix possibles avec les contraceptifs. Et donc, il y a d'autres types de comprimés qui sont à l'étude, des gels, des anneaux, éventuellement de l'injectable en longue durée d'action et des implants. Donc il y a plein de choses en développement sur la PrEP, mais actuellement, c'est ce schéma-là qui est validé. Et puis, je vous avais dit, la PrEP, ça a mauvaise presse. C'est encore pas bien vu. Et donc, il y a un rapport, vous voyez, 15 avril 2021, c'est le Conseil national du sida et des hépatites virales qui a fait un gros rapport pour dire qu'il faut que ça change, en fait. Donc, le constat, c'est quoi? C'est l'usage de la PrEP, ça se développe en France, mais ça reste très sous-optimal. La prescription, l'information, même vous voyez, l'affichage en 2017, ça a été quasiment exclusivement tourné vers les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes. Et vous voyez que les femmes, c'est moins de 3% des prescriptions, alors qu'il y a des femmes exposées. Donc ça garde une image limitative, négative, c'est cher, ils vont enlever tous le préservatif et faire n'importe quoi. En fait, non. Ça doit être proposé à nouveau. La femme hétérosexuelle sur Tinder qui a des rapports sexuels, si c'est 2 rapports sexuels à risque par an, on peut lui proposer la PrEP. C'est deux moments où on va éviter le VIH et puis elle a des rapports sexuels à risque. Tous les 3 mois, on va lui faire son dépistage d'IST. Il y a aussi un défaut de formation. Très clairement, alors moi je fais la formation en médecine générale, il y en a 1 sur 2 qui ne sait pas ce que c'est, la PrEP. Donc voilà. Et il y a un problème de dimensionnement des structures, parce qu'au début on a dit c'est les Cégides. Enfin les Cégides, ils ne peuvent pas absorber toute cette activité-là. Et donc c'est dans ce contexte qu'il faut former les généralistes, les gynécos, et puis tout le monde en fait. Ça devrait être proposé de manière beaucoup plus large que ça n'est fait. Et donc, il y a une communication, il y a une amorce de communication en direction d'autres publics. Il y a AIDS, mais il y a aussi Paris sans sida. Vous voyez, où on retrouve nos populations à risque, là. Vous voyez, on n'est plus que sur l'homme ayant des rapports sexuels avec les hommes. Donc, ça devrait être un choix de prévention ouvert à tous, d'accord, face au risque du VIH. Donc, toute demande aussi d'un patient doit être discutée, examinée, etc. Alors, en conclusion, l'épidémie de VIH-Sida, c'est non contrôlé dans le monde et en France. La PrEP, ça réduit fortement le risque d'infection par le VIH. Ça permet d'identifier et de traiter rapidement les personnes à risque. Ça diminue le risque de VIH, ça diminue le risque d'IST. Ça a souffert d'une mauvaise image là, en 2017. Enfin, c'est pas une image un peu restreinte. Et donc là, ça doit être un choix beaucoup plus large avec des prescripteurs beaucoup plus variés, divers, etc. Donc il faut lever les freins de prescription pour la PrEP. Et voilà. Et je n'ai pas parlé du Uraplasma. Merci. Merci de cet exposé brillant et très intéressant. Alors, juste, c'est presque un joke, mais vous dites on le met 7 jours avant un rapport supposé. Moi, je trouve que là, je tombe de ma chaise parce que si dans 7 jours on sait qu'on va avoir un rapport à risque, on l'a pas, quoi, non? Alors non, mais là, il faut sortir le dimanche. Non, alors, vous vous adressez à des populations hommes, femmes, etc., qui ont des rapports sexuels à risque. Et qui vous disent, qui ont plusieurs rapports sexuels à risque par mois. Parfois, vous avez des patients qui vous disent j'ai 10 à 15 partenaires différents par mois. En fait, c'est complètement des choses possibles. Donc, c'est pas... Alors, oui, le schéma, il est comme ça. Il faut attendre
7 jours avant pour être protégé si vous avez un rapport sexuel non protégé. C'est ça en fait, hein, l'idée. C'est pas je programme mon date Tinder dans 7 jours, c'est il faut éduquer le patient pour savoir que pendant 7 jours, il n'est pas protégé. Le patient en général, c'est un contrat que vous passez avec lui, il est demandeur, hein, il est demandeur pour sa santé. Après, c'est tout. S'il y a un rapport sexuel entre les deux, c'est comme quand il n'avait pas la PrEP la semaine d'avant, hein, j'ai envie de vous dire. D'accord ? Mais il faut éduquer le patient pour dire la PrEP, l'efficacité, ça ne prendra acte qu'au bout de 7 jours. Voilà. Oui, merci beaucoup en tous les cas. Merci beaucoup parce que franchement c'était passionnant. Moi j'ai une question juste sur l'observance parce que des comprimés tous les jours, etc. Est-ce que alors c'est variable, mais on a globalement plutôt une bonne observance et on éduque aussi, hein, c'est-à-dire que ça n'est efficace que sous réserve, c'est comme la pilule, hein, ça n'est efficace que sous réserve d'une observance tous les jours. Et effectivement, quand il y a un oubli, ce qui est aussi possible, on repart sur il faut un traitement d'urgence. D'accord ? On repart sur un traitement d'urgence parce que la personne, on peut plus mais c'est exactement comme la contraception, on ne peut pas garantir que la personne est protégée. Donc on repart sur, et ça fait partie des consultations d'éducation, enfin, quand on instaure, de dire si, comme la pilule, si vous constatez un oubli, vous n'êtes plus protégé à nouveau pendant 7 jours. Et donc, pendant 7 jours, il faut à nouveau avoir des rapports sexuels protégés, ou TPE, ou abstinence, etc. Mais ça fait partie de l'éducation. Les patients PrEPeurs, hein, globalement, l'observance, elle est bonne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont accès à la PrEP, l'observance, elle est bonne. Et les injections qui sont, là c'est une nouvelle PrEP, on veut dire, les injections tous les 2 mois, là oui. c'est particulièrement peut-être plus intéressant, non ? Ça serait vraiment très intéressant. Pour l'instant, on n'a pas les résultats des dernières études, mais c'est vers ça qu'on tend, hein, probablement. Pour améliorer l'observance et pour vraiment avoir une libération prolongée. Mais on n'a pas encore les données, notamment sur... on se méfie toujours un petit peu sur quand on a des virus, hein, qui mutent, sur des longues durées d'action. C'est un peu l'aspect négatif. C'est quand on met une mutation avec des traitements de longue durée d'action, et bien on a un risque de sélection qui est un peu plus importante. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, bonjour. Moi, je suis gynéco. J'ai une question pratico-pratique. Donc, vous confirmez qu'on a vraiment le droit en tant que gynéco d'être primo-prescripteur ? Je confirme. Okay. Et si on se retrouve donc avec une femme qui a besoin d'une PrEP en discontinu sur des moments, alors, voilà. Concrètement, l'ordonnance, c'est une ordonnance. Ça, on n'a pas le droit. La PrEP en discontinu, c'est chez l'homme. Je vous le remets. La PrEP en discontinu, le schéma n'est validé que chez l'homme. Donc le schéma, la femme, c'est que de la PrEP en continu avec les 7 jours. Donc concrètement, ordonnance lambda, après avoir fait VIH, fonction rénale, machin, et on écrit Truvada, un comprimé par jour, à prendre avec un repas. Et on met pour 3 mois. Et voilà. Et non, 1 mois, la primo-prescription. Ah, ok. Puis, on la revoit 1 mois. Regardez, il est là. Hop. Et pourquoi c'est pas chez la femme le discontinu ? C'est juste une question de... L'étude, elle a été faite chez des HSH. Donc on n'a pas de données chez la femme. Donc ça va probablement arriver. Hein, mais pour l'instant, on n'a pas de données chez la femme. Comme on n'a pas de données, on ne fait pas. Okay. Merci beaucoup. D'autres questions ? Oui, je voulais être bien sûre d'avoir bien compris. C'est pour les gens qui ne mettent pas de préservatif, qui font un pas peu... seulement. Enfin, un coup oui, un coup non, quoi. C'est ça. Qui ne sont pas très très observants à ce niveau-là. Oui, soit c'est effectivement rapport sexuel à risque quel qu'il soit, mais je vous ai dit, il y a des patients qui mettent une fois un préservatif, une autre fois pas de préservatif. Vous avez des patients qui sont à risque, pas pour eux, mais parce que les travailleurs du sexe, les personnes qui vivent avec un conjoint, un rapport sexuel multiple. Enfin, vous avez plein de situations où vous voulez protéger. Et à nouveau, c'est écrit noir sur blanc, ça n'est pas parce que le patient vous dit je mets tout le temps des préservatifs qu'il faut dire non, c'est refus PrEP. D'abord parce que c'est difficile de parler, c'est difficile. C'est des choses où en France on n'est pas très bien formé aussi. Et si le patient vous réclame une PrEP, le plus souvent c'est qu'il y a une prise de risque. Ou alors, ça peut arriver, hein, mais
Ça peut arriver, j'ai peur de tout, le nosophobe, ça peut arriver. Mais en règle générale, il va prendre un comprimé tous les jours quand même. Hein. Il va revenir vous voir tous les... Enfin, c'est pas anodin quand même. C'est quand même, en termes de suivi, etc., c'est pas du tout anodin. Donc, c'est pas que les patients qui ne mettent pas de préservatif. Voilà. Et je vous dis, ils introduisent la notion, le confort sexuel du patient. Tout est fait pour qu'il y ait le moins de prise de risque possible. Et sinon, il y a des effets secondaires à ce traitement ? Il y a des effets secondaires ? Alors, les effets secondaires, je vous ai dit, insuffisance rénale, enfin, surtout, c'est plutôt combinaison avec d'autres médicaments néphrotoxiques. Et vous pouvez, comme je pense l'ensemble de la catégorie de tous les médicaments, avoir des effets, des troubles digestifs initiaux, un peu d'accélération de transit, mais qui rentrent dans l'ordre. C'est très bien toléré. Oui. Moi, j'avais une question également sur les effets à long terme de la prise de ce type de traitement. J'imagine qu'on a des études maintenant. Il n'y en a pas. Et de mutation aussi, est-ce que vous disiez qu'il y avait des... Le risque de mutation, c'est je m'infecte avec un virus où il y a déjà une mutation sur le Truvada. Et ça, effectivement, donc ça c'est toujours possible. Et donc ça, effectivement, si je prends du Truvada, vous allez risquer de faire muter le virus avec lequel vous vous faites infecter. Mais ce n'est pas une pression globale sur l'ensemble des virus qui circulent, hein, pas du tout. Et ça reste, je vous ai dit 85%, parce que vous pouvez vous infecter avec un virus déjà résistant. Et bien sûr, hein, ça ne protège pas des autres IST. Hein, mais ça... Voilà, dernière question. Oui, ma question, je voulais savoir, est-ce qu'il n'y a pas une interaction médicamenteuse entre la contraception orale et je l'ai dit, croisée, pas d'interaction, aucune interaction médicamenteuse. Ni la contraception sur le Truvada, ni le contraire. Non. D'accord. Merci. S'il vous plaît, est-ce qu'on attend un effet favorable collatéral contre la transmission de l'HPV ? Alors oui et non. L'HPV, vous savez que la transmission, elle est quand même... Le virus du VIH, c'est un virus qui a besoin de sang. D'accord ? C'est vraiment un virus, la transmissibilité, elle est faible par rapport à l'HPV. Donc, il n'y a pas d'effet du Truvada sur la transmission HPV en tant que telle. Voilà, c'est plutôt tout ce qui est counseling. C'est des patients que vous allez plus suivre et donc vous allez faire le dépistage plutôt rectal, anal. Enfin, c'est des patients que vous allez suivre en fait. Hein. C'est plutôt dans cette optique qu'il y a peut-être un effet bénéfique. Bon, merci beaucoup en tous les cas pour ce topo vraiment très intéressant. On va vous laisser parce que c'est l'heure. On va faire une petite pause avant de passer à la dernière session à 16h. Voilà. Merci beaucoup à tous et merci à nos orateurs.